Donc la thématique du voyage est très présente dans la biographie de Sylvie Candet, puisque née en France de parents français et sénégalais, elle s'installe aux États-Unis. Ça fait, je pense, quelques années qu'elle vit ici. Donc, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'elle est là depuis plus de 20 ans. Donc, ce parcours se retrouve à la fois dans son œuvre et dans son travail d'universitaire. Parce que Sylvie est très intéressée par les questions du métissage et la thématique du voyage en général. Et dans sa biographie retenue le titre Terre, urbanisme et architecture créole en Sierra Leone, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, publié en 1998 chez L'Harmattan, et Discours sur le métissage, identité métisse, enquête d'Ariel, qu'elle a dirigée donc chez L'Harmattan toujours en 1999. On voit donc déjà que son œuvre universitaire recoupe plus ou moins cette thématique, cette question du métissage et celui du voyage dont nous allons essentiellement parler aujourd'hui. La quête infinie de l'autre rive est le deuxième livre de fiction de Sylvie, après Lagon et Lagune, publié chez le même auteur, Gallimard. Ce qui caractérise ce livre, je pense, ce sont, nous l'avons dit, les thématiques de voyage, la recherche des univers un peu plus éloignés des nôtres, mais aussi, je pense, qu'il s'agit d'un livre qui a un rapport très étroit avec l'histoire. Voilà encore, on va parler de la profession de Sylvie Candet. L'ouvrage prend comme prétexte le voyage mythique en Afrique du roi Aboubakar II, qui se met en tête d'affronter l'océan, d'aller à la recherche de l'autre rive, parce qu'il ne croyait pas justement à la dimension infinie de l'océan. Pour lui, il y avait quelque part une terre à laquelle les Maliens pouvaient accéder. Et ça montre que déjà l'imaginaire du voyage, de l'exploration, était déjà présent dans l'esprit des Africains depuis très longtemps. Et on ne sait pas si Aboubakar II a accosté en Amérique. L'histoire serait, je pense, plus sympathique si c'était le cas, et j'ai envie d'y croire en tout cas. Toujours est-il qu'il n'est jamais revenu, et que des récits qui ont parlé de ce voyage, Sylvie Candet a construit donc la trame de la quête infinie de l'autre rive. Nous allons tout à l'heure parler de cette œuvre, nous allons essayer de mieux comprendre la genèse de cette œuvre, nous allons essayer aussi d'en saisir la qualité exceptionnelle, je peux le dire parce que je l'ai lu moi-même. Et avant cela, je vais donc laisser à Gaëtan le soin de vous donner un aperçu en vous lisant quelques passages de ce texte. Alors, on a choisi de faire précéder la lecture d'un extrait de l'avant-propos pour avoir quelques éléments contextuels. Je commence par l'avant-propos et après je vous lirai quelques extraits du texte de Sylvie. 1325. Son pèlerinage à la Mecque accompli, l'empereur du Mali, Moussa Moussa, fit halte au Caire où on l'interrogea sur la manière dont le pouvoir lui était échu. Il déclara: Droit qui fut mon prédécesseur, se refusant à croire qu'il était impossible de découvrir l'extrême limite de l'océan, brûlé de le faire. Il équipa donc 200 pirogues pour ses marins et 200 autres remplis d'or, d'eau et de provisions en suffisance pour des années. Puis, s'il ordonna au capitaine de ne revenir qu'après avoir atteint l'autre rive, ou bien encore, si l'eau ou les vivres venaient à manquer. Hier, ils étaient des milliers qui, sous la conduite d'Aboubakar II, alias Bata Manden Mori, alias Manden Mori, Bakari, mirent le cap sur l'Amérique. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers qui, dans l'espoir d'atteindre l'Europe, s'embarquent audacieusement sur l'océan. Ils rament désormais sans chanson ni un an. Depuis combien de temps, savoir combien de saisons? Depuis combien d'îles mirages apportés par les vents ramaient-ils, repus du roulis et gavés d'emprunts?
mémoire brouillée de ce que c'est que d'avoir les pieds sur terre, les paupières en chamade. Il ne se soucie plus à présent que de la vague qui va, se dérobe et revient. Paysans qui sur le tard s'étaient fait marins, ils cadencent leur corps pour fendre de la pointe gâtée de l'aviron les mottes violettes de la grande savane salée, que nul sillon ne marque, où nulle semence ne lève. Mais à dire la mer peut cirer les maux de la terre. Au point de ce rêve, ils étaient une myriade, ni plus ni moins, qui passèrent en riant la barre de corail et ses fleurs vermeilles. N'en reste que 3 barques en dérade, pleines, mais pleines à chavirer. À pagayer, leurs bras se sont fait paguer, privés de rues à leur torse, noueux et bruns, et leurs pieds mangés de sel ne sont plus que moignons, qui ventousent au creux de la coque par le vif de cette plaie. Du vertige de leur douleur, ils puissent encore la force de ramer. Oh, le zèle hautain de ceux qui connaissent leur mort approcher et préfèrent regarder au-delà du certain. Ils préféreraient ramer à présent. 70 passagers, c'est 70 cœurs au ventre et 70 fois 2 bras. Enfin, pas complètement. Si on soustrait le tas d'enfants sous la bâche huileuse, au milieu, là, ballant des eaux, grelot des corps, comme ils préféreraient ramer, donnant à chaque impulsion le faste d'un baroud et l'audace d'un regain. Mais ils sont là, au coude à coude, debout le plus souvent, assis, quand faire se peut, à jeter au ciel tordu de pâles contractions un coup d'œil blasé et chassieux, car voilà la nuit en train d'accoucher, à la va comme je te pousse, à la 6-4-2, d'un jour plus moche encore que le précédent. Où est de la première aube en mer le douloureux enchantement? Départ à l'arrache, il avait fallu courser le jusant, qui prend tranquillement allure de voyage. Surprise des yeux qui se font au sel et au vent, aigreur des aisselles, où peu à peu tarissent la peur et ses ruisseaux, esprit libre non, mais désempêtré du quotidien. Oh, on entendait bien ça et là un sanglot, mais de peser le renoncement, une larme jamais ne sera en mesure. L'eau avait ses motifs, et ils étaient clairs. Nous savons, je sais, nous avons maintenant notre raison d'être sur terre, et elle tient à cette embarcation. Puis cet aigle pêcheur qui oscillait là-haut, comme la promesse tremblée du retour, à la sanne alors, ou bien était-ce Maguette, en équilibre sur un bidon, chanté d'une voix de tête qui couvrait celle du moteur. Et ce matin, il fait bien froid. Regardez le rien du tout, le rien de rien qui vague autour de soi. Au 7e jour, on ne célèbre plus, et surtout pas la naissance du jour. D'ailleurs, c'est tout. Je vous demande qu'on ferait prière. Si j'arrive à bon port, sûr que je rembourserai. Trop tard, trop tôt pour qu'on regrette. 10 jours comme ça, on nous avait promis. 10 jours seulement. Qu'est-ce qu'une semaine, hein, dans la vie d'un perdant? Prix d'amis. Ta vie, elle vaut pourtant pas chipette. Tu manges et tu dégoises, mais ne rapporte mie. Des ambitions, t'en as, mais pas de répondant. Ici, personne n'achète tes 4 sous de rêve. Là-bas est mieux. Tu jettes une graine, et en 2 temps, 3 mouvements, je te jure, elle germe et lève. Et puis, ramer pour ramer, mieux vaut avoir une visée. Un soir, je traînais savate sur la grève, dérangeant des curés criardes d'oiseaux, en goguette autour de quelques reliefs de poissons. Un menteur montrait l'océan de sa main fine, en disant « La flaque où j'ai mouillé mon pas, plein aux as tu reviendras, mais avec des valises, mais énormes, et un monceau de cantine, des rébanes pour planquer tes intentions, et à la lèvre le mégot du mépris. On parlera toi en ville, à te voir construire et doter, épouser, baptiser et encore bâtir. Sans compter que de jour comme de nuit, jamais il ne désemplira ton domicile de requêtes, de louanges et d'invitations. On dressait justement une barque dans un endroit convenu, et comme de bien entendu il ne restait qu'une place, la chance prend-la aux cheveux, elle n'a pas ton temps. Alors, j'ai pris la mer à la légère, sans un bonnet, un crouton, un beignet, une thune, sans tambour ni trompette, sans crier gare, juste chargé à fond sous cellulaire. Te voilà embarqué, dit le coxeur. Bon vent.
Tu vois, il n'y a que le premier pas qui coûte. Il s'éloigne en riant avec tout ce cache dans sa sacoche. Mais de nos mères, de nos sœurs et de nos compagnes, nul n'ignore bien sûr le dévouement. Elles auront payé cher notre nolage, et du brillant de leurs larmes se feront des colliers. Car chaque vie noyée est pierre précieuse qui va joncher le fond de l'océan. Le trop et le manque, mes enfants, a très bien serré le pagne du courage, il finit toujours par t'entraver le pied. Le trop et le manque, inévitablement, s'accompagnent. Moi, c'est un tel, comme c'est écrit sur mes papiers. Vu ce qu'il m'a coûté ce nom, autant le rentabiliser. L'autre, je le garde propre et pour des jours meilleurs. S'ils attrapent un tel et l'attachent pour le reconduire, je leur laisserai comme trophée cette défroque. Au fait, il me restera intact et impec, mon nom à moi, et la chance qui parte avec. Lorsque ma mère a pleuré de ses yeux, en disant le fils aîné de ma rivale, j'ai senti au bout de mes bras de bulldozer pousser de longues lames de fer, dès comme qui un rien déracinerait un de ces baobabs tout juste pour lui en offrir la feuille. De celle qui en mon nom a fait tant de sacrifices, comment refuser d'exaucer les vœux en tentant sous un sobriquet cette cavale? Arrivé, je la couvrirai de plus d'or et d'atours qu'il ne lui en a fallu vendre pour m'envoyer. Si je réussis, on dira que j'ai fait quelque chose. Et si je fais naufrage, on saura au moins que je suis mort d'avoir essayé. À défaut de Barsac, d'antichambre du paradis, c'est dans l'histoire que demain j'entrerai. Certes anonyme parmi la foule clandestine, mais avec pour visa une valeureuse cause. Ce qui se passera après ta mort, si tu veux le savoir, pars en voyage. Ma mère, ma tendre, ma complice, c'est comme si je la voyais déjà, s'épauler au vide à l'annonce de ce deuil, battre des mains puis s'écrouler, tout en pleurs, mais fière, ô combien, cet arbre versé qui barre de ses poings, à la voisine calomnie son seuil morose. Voyez, la jalousie chez nous, c'est pas petit. Neuvième jour, la mère prenait de mauvais plis et déployait le nuancier de sa fureur. À la tienne, mon pote, hurlait le capitaine, familier de ses humeurs extrêmes. La mer à traverser, c'est pas la mer à boire. Pêcheur de son état, il nous servait de pilote. Autrement dit, c'est gratis qu'il voyageait. Dame, qui à le prix du sac de riz n'a pas toujours la force de le tirer. Mais la mer, comment dirais-je, ne décolérait pas, alors qu'on jette par-dessus bord tout ce qui nous honore. Les sentiments d'abord, c'est ce qui pèse le plus lourd. J'avais un ami, un seul, un plus que frère. De mon cœur, il était la fibre, de mes yeux, la prunelle. Étoffe de l'aventurier, il ne l'avait guère. D'abord, la nausée l'avait pris et tordu, puis ses lèvres avaient éclaté, jutant comme des baies trop mûres. À la fin, on aurait dit une torche, avec ce regard rougeoyant, embouté au bâton de son corps. On l'aura balancé dehors, mais les choses que Dieu abhorre. Malgré l'accalmie, malgré l'étincelle qui vacillait encore dans ses yeux, avec 2 jerrycans d'essence, quelques cartons, 3 valises et le reste de nos provisions. Dans mon demi-sommeil, Judas que je suis, je lui avais promis de veiller sur lui, quoi qu'il arrive. J'ai presque entendu son œil, au contact de l'eau, grésiller. Mais de le laisser tomber, pas question, car nous étions, quoi qu'on en dise, amis de même âme, et matelots l'un de l'autre, sur terre comme sur ce radeau. Je repartirai. 1, j'ai payé, et pour 3 essais. 2 yeux, l'océan et à tous ceux qui osent. Donc, la mer, s'il faut que je la tamise, c'est au vent de ma vie que je la passerai. S'il faut la drainer, je signe un pacte avec le soleil, et pour bien la combler, la remplir, je charrierai tout le sable du Sahel. Bien sûr que je le retrouverai, mon seul ami, mon plus que frère, mon amant fébrile et pénitent, travaillé jusqu'à l'eau de 2 dilemmes qu'on n'ira pas versifier, dont on ne fera pas poème. Car notre connaissance, et voici le vrai, n'est pas pour finir. Grise, ogresse, friande de rêves et de chair, boute énorme, où fermente tant d'eaux usées,
à la merci d'un tour de lune, maudite mangeuse d'âme, à la triple retorse et violacée, longue, tu le sais, est la rancune des hommes. Gloire au ventripotent de l'un et de l'autre bord. Commensurables sont leurs appétits avec ceux de l'océan, et gloire aux clans, aux bornes et aux frontières. Vivent les barbelés de la coutume où viennent s'épingler tous ces drôles de papillons, rebelles aux inventaires, légendes et collections. Mais les choses qui à Dieu répugnent. À tous les gens de bonne foi embarqués sur les eaux obscures de l'immémorial chaos, là où les djinns furieusement démêlent leurs longues chevelures lamées qui flottent dans la bourrasque, mille regrets, vraiment. À la traversée de ces stridents cloaques, la terreur cinglait même les moins timorés, que le capitaine faisait lier d'une longe afin qu'à l'abîme, par dizaines, il ne plonge. Ces nuits-là, Alassane ou bien était-ce Tierno, entonnaient de longs chants funèbres que le vide grouillant de véreux mystères nous renvoyait en écho. Et qu'est-ce qu'un voyage, sinon l'union du mirage à l'impatience? Et dire qu'on aurait pu ramer, nuque cassée, les poignets en diligence, dessiner de nos corps accolés une parfaite parabole, faire trajectoire du décalage infime de nos gestes, infiniment répétés. Et dire qu'à Trichevague, on aurait pu ramer juste pour tuer le temps et faire à la mort la nique. Épuisé, le gosse s'affale sur les planches. Le cahier de boniment qu'il appelle son journal va rouler sous un vent où il finit d'être saucé. Mais n'est-ce pas l'insistante sirène d'un bateau patrouille qu'on entend à distance? Pas le temps de nous retourner qu'il se range à nos côtés, fulgurant comme la murène, et nous surplombe. Muraille blanche, redondante en bouée, radar, mégaphone, bastingage et cabine étanche, terminant sec notre vadrouille. Alors, Alassane, ou bien était-ce Yassine, se met à fredonner une petite énigme, et c'est sans penser à mal qui vous en bousille l'original. Liberté, sécurité, justice sont dans un bateau. Liberté et justice tombent à l'eau. Devinez, devinez, oh, ce qui peut bien rester. Donc, nous voilà, comme dit l'autre, en sécurité. Sauf qu'Alassane, ou serait-ce son homonyme, refuse catégorique de quitter la pirogue. Il est toujours assis sur l'éperon, à balancer les pieds et à hocher la tête, en faisant ses rimes et monologues. Soit dit en passant, nous le connaissons bien, il n'a jamais été bon pour le quotidien. N'est-ce pas là le propre du héros? Et on le tient pour planer au-dessus de nos vétilles. On embarquait encore sur le batrouille quand je l'entends siffler ma devise. Grand, qu'est-ce que tu paries qu'ils ne me verront pas? Il se lève, esquisse un pas de danse, gesticule, mouline l'air de ses bras, sa botte épiette comme l'albatros empêché. Une vraie pantomime, quoi. Qu'est-ce que tu paries qu'ils ne me verront pas passer? Ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, on se capte plus tard en ville. Et le voilà qui plonge en vrille, laissant son bouni accroché au rostre. Regardez. Il est là, entre ciel et mer, entre le sel et la goutte. Disparaît puis refait surface avec un signe de la main. Qui a des yeux pour voir, mais si, pas de doute, ce point là-bas, qu'il s'en serve. Dit-il nous devance, ça se trouve, le vénard il est déjà arrivé. Pour maintenant, il aura atteint la rive, c'est-à-dire si la rive est pour lui. À chacun sa propre chance, mais tous ceux qui ont du nez lui envient ce qu'on lui a donné. Alassane, si je dis héros, c'est que tu as fermé les voyages. Il est donc temps, à présent, que la parole accoste. Merci. Je vais tout de suite peut-être poser à Sylvie la question du titre. Épopée en 3 chants, c'est vrai, mais vous évoquez aussi dans la préface cette idée de nouvelle épopée, qualifiant la quête infinie de l'autre cri de texte néolithique. J'aimerais que
avant de reparler de l'oralité, puisque Gaëtan nous a bien situé le propos, j'aimerais qu'on éclaircisse un peu cette idée de texte néolithique. Eh bien, la définition générique que j'ai donnée au texte s'est imposée à moi très rapidement. Après avoir écrit quelques vers, après avoir pensé au sujet que je souhaitais aborder, qui est une éloge d'hommes et de femmes de haute vertu, qui accomplissent quelque chose d'extraordinaire et qui, le faisant, prennent en charge, en quelque sorte, le destin de la collectivité. Eh bien, il m'a semblé qu'il fallait une parole adaptée à la dimension du sujet que je souhaitais aborder. Il me semblait que cette parole, elle ne pouvait être que la parole, c'est-à-dire la racine étymologique du mot épos, l'épopée, elle ne pouvait être qu'une épopée. J'ai été, vous voyez, éduquée dans l'art de la litote. Je sais bien déchiffrer la litote, je ne savais point. Et j'en apprécie le pouvoir. Mais il m'a fallu, pour ce sujet en particulier, eh bien, rompre avec la litote et oser une parole ample, l'emphase, une parole qui montre par le grossissement de la magnitude, de la vastitude de l'océan, l'immensité de la tâche accomplie par ces marins, à la fois au XIVe siècle et au XXe siècle, la démence des éléments, la fureur des dieux. Donc l'épopée s'imposait. Cela dit, l'épopée en tant que genre a une histoire, et c'est une histoire qui est souvent liée à la construction nationale. L'épopée se fait souvent le turiféraire de la construction nationale, et je ne voulais absolument pas me placer dans une perspective ni nationaliste ni masculiniste. Pourtant, on a l'impression, en lisant du début du texte, que vous vous dirigez dans cette direction-là, en imaginant la grande geste de Aboubacar II. On s'attend à ce que ça devienne effectivement une grande épopée dans la tradition des grands textes mandingues, et subitement on se retrouve transporté avec la dernière partie justement à l'époque contemporaine. Il y a un dérèglement temporel qui est assez impressionnant. Mon projet n'était pas du tout de réenchanter l'Afrique, pour reprendre l'expression d'Achille Mbembe, c'est-à-dire de verser dans une espèce de louange d'un passé, de sombrer dans la tentation passéiste, de faire la louange d'un empire jadis glorieux. Je pense que c'est un projet qui appartient plus à l'époque nationaliste, qui n'est plus un projet que j'avais envie de mener aujourd'hui. Ce qui m'intéressait, c'était de proposer un rapprochement entre cette expédition lancée peut-être par Aboubacar II au XIVe siècle, et puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les voyages tentés par des hommes, des femmes, des enfants qui quittent les côtes d'Afrique pour essayer de se rendre dans une Europe qui leur ferme ses portes. Et donc, par ce rapprochement, je voulais mettre en évidence le courage, l'abnégation, l'attrait pour l'ailleurs, l'attrait pour l'autre, qui est le lot commun de ces marins, à la fois au XIVe et au XXe siècle. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez que le texte commence avec eux, et ne commence pas avec Aboubacar. Aboubacar est l'esprit du voyage, mais le voyage se poursuit sans lui besoin. Et nous parlons donc toujours d'épopée moderne. Est-ce une volonté sur le plan purement de l'écriture
révolutionner ou de changer en tout cas le point de vue sur l'épopée. Parce qu'on se souvient que Glissant mentionne cette idée d'épopée moderne et qu'il y a des écrivains qui ont envie de casser un peu la frontière entre les différents genres. Est-ce que vous vous situez dans cette ligne-là? Bien, l'épopée, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas obsolète. Les épopées qui marquent des étapes de la construction nationaliste sont situées dans leur temps, la Henriade, les Louisiades de Camoès. Mais un certain nombre de textes ont été écrits au XXe siècle qui empruntent des traits épiques, qui ne présentent pas forcément toutes les caractéristiques de l'épopée classique, et en particulier cette volonté de célébrer la construction nationale, de célébrer la possession d'un territoire, l'idée d'une conquête qui est menée par un leader, l'appropriation d'un territoire, mais qui emprunte des traits épiques. Alors, ça pourrait être, par exemple, la notion d'héroïsme, bien sûr, qu'est-ce qu'un héros? Ça pourrait être une langue déclamatoire, parce qu'elle aborde des sujets qui réclament un type d'écriture qui serait mal porté par le lyrisme ou bien par une expérience sur le langage simplement. Il se trouve qu'on a souvent l'a priori que la narrativité longue a été appropriée par le roman et que la poésie donne plutôt justement dans le lyrisme ou bien la construction d'un langage poétique lui-même. Et bien, il se trouve qu'il y a des textes qui réconcilient les deux et l'épopée justement, ce poème long, ce poème narratif long, pour lequel existe un monde référentiel. Et c'était probablement influence de l'histoire, c'était ce que je voulais. Je voulais que le monde référentiel soit là, que le problème sur lequel je voulais attirer l'attention soit là. Évidemment, il s'agit donc de ces migrations par bateau d'hommes et de femmes qui quittent les côtes africaines de nos jours, à l'entour du troisième millénaire. Et donc nous revenons à la question de l'oral. Vous parlez justement de la narrativité de votre histoire, mais en même temps vous faites un travail quasiment d'artisan, vous ciselez des mots. On a vu avec la lecture de Gaëtan qu'il y avait une très grande préoccupation sur à la fois la musicalité du texte et puis surtout cette idée d'amplitude dont vous parlez, qui est peut-être liée à la thématique, vous direz tout à l'heure si je me trompe, mais on a vraiment l'impression que vous avez voulu travailler le texte de manière à ce que ce soit vraiment un texte oral. Donc j'aimerais avoir votre sentiment ou des explications sur la manière dont vous êtes arrivé à produire ce texte. Le genre épique est par définition un genre mixte. Si on pense à la façon dont les grandes épopées homériques ont été composées, il y a un va-et-vient constant entre l'oral et l'écrit, l'un nourrissant l'autre. L'épopée est de l'ordre de la performance, mais l'épopée est souvent travaillée du point de vue de la langue, même s'il s'agit d'épopées qui restent au niveau oral. On peut penser au cas très intéressant du Sungata de Nyan, qui part d'un texte, d'une performance orale par un griot, mais qui est à la fois transposé par écrit, traduit et traduit sous la forme d'une nouvelle, de façon à le rendre lisible pour un lecteur classique, je dirais, qui fait un exercice de lecture solitaire. Bien, alors, ça fait partie un petit peu des données de base. Une épopée, si elle l'est, aura cette dimension orale. Pour ma part, quand j'écris de la poésie, je l'écris pour qu'elle soit, j'ai envie de dire, lisable. C'est un terme qui a été utilisé par Christian Pringent. Lui, par contre, souhaitait que sa poésie ne soit pas lisable.
il écrit une poésie qui ne peut pas se lire à l'oral. Hein. Je parle de la démarche inverse. Il me semble très important que le texte puisse se dire, s'entendre, soit harmonieux. Et d'ailleurs, c'est de cette façon que je le compose. Hein. Je l'écris et puis ensuite je le lis et je le modifie en fonction de ce que j'entends. J'ai donc travaillé sur les sonorités et je voulais que la forme convienne à mon sujet. Je voulais que le texte ait des effets de flux et de reflux, nous fasse entendre le bruit des vagues, le bruit de la tempête, que tout ça soit perceptible, et je l'ai fait au moyen d'effets de rime intérieure, d'assonance, d'allitération, etc. Donc on voit vraiment que c'est un texte maritime aussi. Je vous invite vraiment, pendant votre lecture, à faire attention à cette forte présence maritime. Il s'agit non seulement pas de la dimension symbolique, de cette jonction entre la façon d'écrire et de dire le texte avec la métaphore marine, mais il y a aussi un champ lexical marin très très dense. Et je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai eu besoin d'un dictionnaire pour lire un texte. Non pas que le texte lui-même est inaccessible, mais il y a beaucoup de mots qui relèvent du champ lexical marin très technique. C'est un texte qui représente une expérience de confinement. Expérience de confinement sur la longue durée avec des gestes répétitifs. Et en ça, il représente évidemment l'expérience, il essaie de représenter l'expérience des marins au XIVe siècle, mais aussi de nos jours. Et bien sûr, il est une métaphore pour le travail d'écriture. Hein. Une expérience de confinement sur la longue durée avec un geste répétitif, c'est l'écriture. Et donc, quelque part, tout en décrivant un voyage maritime, je décris aussi le travail d'écriture d'une épopée. L'océan pouvant être justement l'océan de l'Écosse. Et comment avez-vous réussi ce passage entre cet univers strictement marin, je parle du vocabulaire qui est dans le texte, et un langage beaucoup plus châtié, beaucoup plus, disons, quasiment argotique? On passe vraiment des rues de Dakar à un bateau du XIVe siècle. Bien oui, le travail poétique, c'est aussi, surtout, ça dépend de ceux qui le pratiquent, un travail sur la langue. Et donc, je me suis livrée de plusieurs façons. Ce que je voulais faire, c'est arriver, puisque à ma disposition, il n'y avait que des mots, et je voulais décrire ces expéditions absolument extraordinaires pour des raisons complètement différentes, à des siècles de distance. Je n'ai que des mots à ma disposition. Donc, j'ai voulu reconstruire ces univers. Et pour le faire, j'ai essayé de donner à la partie qui concerne le XIVe siècle, j'ai essayé de donner à la langue une espèce de patine qui représenterait justement la distance dans le temps. Et cette patine, je l'ai obtenue en utilisant, par exemple, en puisant dans la langue de Montaigne, dans la langue de Rabelais, dans les chansons de Gênes, dans la chanson de Roland. Par contre, pour le voyage contemporain, j'ai essayé d'utiliser une langue contemporaine et le recours aussi à l'ironie, à une multiplicité de voix qui s'entrechoquent, qui se contredisent. Parce que cette expérience de confinement est un enfer. Cette barque n'est pas un lieu d'harmonie. C'est un enfer qu'il faut traverser pour arriver à la fin du voyage. De l'absence d'harmonie, vous la situez aussi dans la polyphonie des voix, parce qu'il y a une multitude de narrateurs quasiment qui se succèdent, un texte très éclaté au niveau de la narration. Et vous aviez à l'esprit aussi cette idée d'instabilité du monde marin. Oui, et puis
puis aussi, j'ai procédé à partir d'un certain nombre de questions historiques. Par exemple, lorsque je voulais imaginer Abou Bakr II, je me suis demandé si c'était un empereur, un Mansa pré-islamique, tel que nous les ont décrits les voyageurs arabes, qui ont laissé des descriptions fort utiles pour les historiens des royaumes médiévaux en Afrique de l'Ouest. Était-il un empereur pré-islamique, bardé d'amulettes, bardé d'or, chef spirituel autant que politique, capital incarné de son royaume, ou bien était-il un empereur musulman avec toute la réserve et la sobriété à tous les sens du terme que cela suppose. Alors, je n'ai pas voulu choisir. J'en ai fait un personnage janiforme qui vivait en conflit avec lui-même, sans nécessairement imposer de réponse. Nous allons tout à l'heure laisser la parole à l'auditoire. J'aimerais juste savoir, puisque vous mentionnez la question de l'histoire, propos, j'ai envie de rêver, j'ai envie de savoir ce que les historiens pensent de ce voyage d'Abou Bakr II. Est-il envisageable, est-il possible de penser que l'expédition ait pu réussir? Quelle est votre analyse d'historienne? L'avant-propos dont Gaëtan nous a lu un extrait est une réécriture d'un texte d'Alomari, qui est un des historiens, un des géographes dont le travail est une des sources pour la reconstitution de l'empire du Mali médiéval. C'est donc lui qui rapporte cette anecdote qui est de l'avis de la plupart des historiens apocryphes. Ce n'est pas un témoignage direct, c'est un texte qui a été recueilli du gouverneur du Caire, lequel a interviewé ou aurait interviewé Mansa Moussa sur la façon dont il était arrivé au pouvoir. Donc il raconte cette histoire qui est reprise bien sûr par d'autres historiens comme ça s'était fait à l'époque. Cela dit, en histoire, un exemple, un testis nullius, un témoignage n'est pas suffisant pour établir une évidence. Donc la plupart des historiens n'ont pas fait cas de l'existence d'Abou Bakr II. Cela dit, Yvan Van Sertima a écrit un texte pour montrer qu'il était au moins faisable techniquement de traverser l'Atlantique au moyen en particulier des courants, des grands courants, et qu'il n'était pas impensable que cette expédition ait lieu, et que même des expéditions aient traversé régulièrement l'Atlantique, ce qui expliquerait la sculpture Olmec dans le Mexique qui présente des traits africains. Un autre historien, Jean de Vis, qu'on ne peut pas taxer d'afrocentrisme, a dit également qu'à son avis, il était fort possible que ce voyage ait eu lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est l'effet de miroir qui existe entre ce voyage au travers de l'océan et le pèlerinage de Mansa Moussa lui-même, qui traverse toute l'immensité du désert, depuis le Mali jusqu'à la péninsule arabique, jusqu'à la Mecque, à la même époque. Donc voilà, il m'est difficile de répondre. De toute façon, très souvent, lorsque l'histoire se tait faute d'archives ou par souci d'objectivité, la littérature prend le pas et prend le relais. C'est ce que j'ai fait ici. En fait, on s'aperçoit que le manque d'archives est très souvent du pain béni, si j'ose dire, pour l'écrivain. On se souvient par exemple de Moi Tituba, sorcière de Salem, c'était écrit par Visconti, à partir de documents d'archives qui sont minimes. Et je vous ai posé la question parce que je me souviens
il y a quelques années, l'historien et linguiste sénégalais Fatelian avait caressé ce rêve fou, justement, de reprendre le même chemin que Bakary II avec les moyens de l'époque pour venir en Amérique. Malheureusement, je pense que le projet n'a pas été suivi d'effet parce que justement c'est un projet un peu fou auquel on a du mal à croire. Mais dans votre livre, justement, l'expédition réussie, et c'est là où j'aimerais conclure, vous réconciliez l'Afrique et l'Amérique à travers l'union d'une fille, je pense de la sœur d'un des marins, à un roi local. Alors, cette idée de faire se réconcilier l'Afrique et l'Amérique, était-ce une façon pour vous de mettre à distance l'emprise de la pensée européenne sur l'histoire en général, ou est-ce que vous n'avez pas aussi je ne suis pas sûre que l'expédition réussisse, donc j'imagine plusieurs fins. Oui, c'est vrai qu'il y a l'échec, il y a la réussite. Et puis la dernière issue possible, c'est effectivement ce mariage entre la sœur de l'empereur et un roi de l'Amérique qui a été découverte avant même d'avoir connu son nom. Alors, l'idée que je voulais développer également, au-delà du méta-récit qui m'était nécessaire pour parler de ces voyages contemporains. J'ai lu un certain nombre de témoignages de gens qui ont fait la traversée, de sauveteurs, de témoins. Il m'a semblé que dans tous ces récits de voyages contemporains, il y avait quelque chose de commun qui ne tenait pas simplement aux conditions du voyage, mais qui tenait aux motivations de ceux qui les entreprenaient, qui tenait à l'esprit dans lequel ils le faisaient, un esprit d'abnégation, sens de l'honneur, sens de la responsabilité par rapport à la collectivité. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de trouver une espèce de méta-récit qui puisse me permettre de parler de ces voyages contemporains de cette façon-là. Et ce méta-récit, je l'ai trouvé donc dans ce récit apocryphe ou non de l'expédition d'Aboubacar II. Ce que je voulais faire aussi, c'était d'imaginer une histoire de l'humanité qui ferait l'impasse sur la traite. C'est-à-dire que je fais d'Aboubacar II un visionnaire qui a l'intuition de la traite qui débutera qu'un siècle et demi à peu près après son expédition, et qui, conscient de son initiative historique, veut mettre la traite en échec avant même qu'elle ait commencé. Remettre en question l'idée de l'inévitabilité de la traite esclavagiste dans la fondation de la modernité. Et donc, voilà, donc j'imagine peut-être l'arrivée de troupes malinquées en Amérique et la possibilité donc d'une rencontre qui déboucherait sur un métissage, mais un métissage de l'élite, ce qui ne veut pas forcément dire que ça aurait eu des conséquences autres sur les populations elles-mêmes. Et ça ne veut pas dire non plus que la traite n'aurait pas existé, peut-être sous une autre forme, peut-être dans une dimension. On est en pleine fiction ici, on n'est plus du tout dans l'histoire, mais simplement comme hypothèse. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si l'Amérique avait été découverte autrement? Ça reste de l'ordre de l'hypothétique. C'est une question que vous posez certainement à l'assistance, je ne sais pas, mais je vais demander je vous remercie d'abord, je vous remercie beaucoup, et on écoutera les participants, l'auditoire, si vous avez des questions à poser à ce qui parlait.
question parce que justement cette idée d'aventure, en lisant le texte, j'avais aussi pensé que vous avez ressuscité, c'est le mot que j'ai cherché, la figure de l'explorateur de l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'expédition est plutôt un monde qui s'approche quand même à la civilisation, à la terre ferme. J'avais pour exemple des expéditions quasiment technologiques que nous avons aujourd'hui. Celui qui part est très outillé, il a des balises, il a des GPS, il a tout ce qu'il faut pour être relié et connecté à la civilisation. Et ceux qui affrontent aujourd'hui la mer dans cette quête de meilleur partent dans des périodes de fortune, sont livrés à eux-mêmes lors de leur traversée, ils sont quasiment, justement, ils n'ont aucun soutien, aucun lien avec la terre. Et je me faisais la réflexion que c'était peut-être une dimension sublime de l'aventurier qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans notre civilisation. Alors, je ne sais pas si vous partagez la même chose. Oui, ce qui est très intéressant, c'est l'espèce de panache avec lequel ceux qui partent décrivent ou font référence à ce qu'ils vont faire à leur projet, que ce soit les haragas, les couleurs de route, que ce soit le Buckmeat, un roman de Hassan Diop qui s'intitule de cette façon, que ce soit Barça ou Barzak, l'idée qu'on va à Barcelone, en Europe, bien, c'est l'Europe ou c'est la mort, il y a un certain panache dans cette démarche qui est constante. Cela dit, il m'a semblé à réfléchir à la question du voyage, du récit de voyage, il m'a semblé qu'à partir justement du début de la traite esclavagiste, il y avait comme une distribution des récits. Il m'a semblé que quelque part, c'était comme si les Africains qui partaient ou qui revenaient, les flux et le reflux au travers de l'Atlantique, étaient en quelque sorte condamnés à répéter cette espèce, et j'inclus là-dedans l'immigration économique, étaient en quelque sorte condamnés à répéter cette espèce de middle passage. Tandis que, du côté de l'Occident, les voyages, y compris le tourisme, étaient construits sur le mode de la conquête. Et donc j'ai voulu justement revenir plus loin dans le temps pour voir, pour penser une époque où justement le voyage de connaissances semblait être ouvert à tous, ouvert à tous les audacieux qui voulaient l'entreprendre. C'est le cas, donc, ce serait le cas d'Aboubacar II. Mais il y a effectivement dans ces entreprises contemporaines un aspect de prouesse qui, à mon avis, demandait à être célébré, parce que trop souvent, la situation de ces migrants qui traversent dans des embarcations de fortune est présentée sous l'angle de l'humanitaire. Ils sont les victimes d'un ordre de la mondialisation, et tout ça est certainement vrai. De la dégradation de l'environnement, il y a certainement tous ces facteurs qui entrent en considération, mais je crois qu'il y a aussi des initiatives qui sont prises au nom d'un certain nombre de valeurs dont on parle plus. Merci beaucoup. Nous avons une question. Je voulais poser une question, pas tout à fait reliée au texte, mais j'ai remarqué que votre livre était publié sous la collection Continent Noir à Gallimard, et je me demandais si c'était votre décision, celle de l'éditeur, et est-ce que ça ne restreint pas le type de public que vous pouvez atteindre? Eh bien, j'ai proposé mon manuscrit dans cette collection. J'avais déjà été publié auparavant dans cette collection. Il y a eu tout un débat dans la presse autour de la collection elle-même, de la possibilité de ghettoisation des auteurs qui se trouvent donc enfermés dans une catégorie qui a à voir avec la
l'Afrique, certains n'en sont pas contents, pensent qu'ils peuvent être limités. C'est tout à fait discutable. Il s'agit de politique de marketing, si je veux dire, et quand bien même il est vrai qu'un auteur, que la littérature devrait se suffire, ne devrait pas nécessairement porter d'adjectifs, les collections sont là aussi pour promouvoir un certain type d'ouvrage, et dans ce sens, ils font un travail intéressant sur le marché, qui est aussi une des dimensions de l'écriture. Si on écrit, on a envie évidemment que les gens connaissent nos textes, et pour y avoir accès, c'est une commodité de passer par une collection telle que Continent Noir. Il y a effectivement des limites à ce genre de catégories, mais toutes les catégories ont leurs limites. Et pour ma part, je suis loyale à l'Afrique et je n'ai pas de problème à être cataloguée comme auteur africain. C'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. Et j'ai pas nécessairement envie de mettre l'Afrique à distance. Comme certains le font, je comprends tout à fait la logique par laquelle un écrivain veut être un écrivain tout court. Pour ma part, j'aimerais, si c'était possible, reconnaître et faire valoir la complexité des rencontres dont je suis issue. C'est évidemment impossible. Oui. Merci. Ma question se rapporte précisément à ce qui semble, à partir de ma lecture, si vous voulez, le projet derrière. Vous l'avez répété un peu quand vous dites que vous tentez de réécrire une histoire de l'Atlantique qui oublie en fait la période de l'esclavage, c'est-à-dire de donner une dimension africaine à l'Atlantique, parce que l'histoire de l'Atlantique noir, c'est effectivement une histoire qui s'appuie sur le Middle Passage. Et c'est effectivement une entreprise très louable. Ma question, c'est d'une part, est-ce que précisément, parce que c'est une épopée, comme toute épopée qui tente de récupérer quelque chose d'oublié, vous ne tombez pas dans ce que vous essayez d'éviter, c'est-à-dire l'épopée nationaliste. Mais la deuxième chose qui me semble beaucoup plus importante, c'est la valeur, extraordinaire valeur de ce texte, c'est le couplage que vous faites justement entre cette tentative de la première partie et la deuxième partie qui est précisément ce que je lisais précisément. Moi, je lisais cela comme non pas en fait la geste, si vous voulez, d'aventurier, mais comme la conséquence de cet Atlantique que vous évitez au départ. Je ne sais pas, vous voyez ce que je dis, disons de l'Atlantique qui est l'Atlantique de la domination, l'Atlantique de la connexion de l'Afrique, la connexion de l'Afrique au monde. Et précisément, est-ce qu'en prenant appui dans cette deuxième partie sur cet Atlantique, vous ne mettez pas en échec le projet de la première partie? Parce que précisément, disons, on peut lire cette partie aussi, non pas comme le réenchantement, comme dit Achille Mbembe, comme le produit des enchantements des Africains, et en particulier des jeunes Africains. C'est la lecture très compliquée de l'histoire. Oui, effectivement, les migrations économiques contemporaines font partie justement d'un schéma. On pense simplement à la direction, le vecteur directionnel de ces migrations. On voit qu'elles répètent étrangement un schéma qui est établi à partir du XVe siècle. Alors, si ça met en échec la première partie, cette tentative de faire un voyage de connaissance, ce refus qui est exprimé, ce qui nous reste d'Aboubacar II, c'est une formule, quelqu'un qui se refuse à croire que la connaissance est limitée. Et
Et cette formule est extraordinaire, à mon avis, ça met Aboubacar II dans la lignée des Samori Touré, par exemple, quand un homme refuse, il dit non, dans cette espèce d'audacieuse double négation. Effectivement, il se peut que cette histoire n'ait jamais existé, il se peut que Aboubacar n'ait jamais revenu, n'a jamais conquis ou même peuplé de ses descendants, de son armée, l'Amérique. Effectivement, c'est un échec de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il porte quelque part, hein, cette figure mythique porte quelque part un imaginaire africain de l'océan. Hein, et je pense, il me semble qu'il était important d'y travailler, surtout après le discours de Dakar. Est-ce qu'on pourrait avoir un sentiment sur la présence des femmes dans cette embarcation? Parce que dans ma connaissance, les grandes expéditions ne faisaient pas tellement la part belle aux femmes. Les embarquaient certainement pour d'autres raisons que leur qualité de marin. Et là, par contre, on trouve des femmes qui sont... On trouve des femmes qui prennent partie vraiment dans cette aventure, qui ont des responsabilités. Comment est-ce que cette idée vous est venue d'intégrer la femme dans ce service? Eh bien, parce que justement, je ne voulais pas faire une épopée nationaliste, masculiniste qui tourne. Les femmes peuplent, en tant que personnages, peuplent les épopées. Que ce soit surtout les épopées africaines d'ailleurs. Les mères, les sœurs sont présentes et ont des rôles importants. Cela dit, l'héroïsme est, dans la plupart des cas, défini en termes masculins, et je caricature un petit peu, course au pouvoir, compétition, combat, rivalité. Il n'y a pas vraiment d'héroïsme défini au féminin. Donc je tenais à mettre dans ces barques des femmes qui sont présentes, qui sont autonomes et qui font des choses entre elles en tant que femmes et qui prennent une part active dans ces expéditions. J'ai même mis aux côtés d'Aboubacar une griotte, ce qui du point de vue culturel est une aberration, mais encore une fois, coup de chapeau. Le problème que j'essayais de traiter ici, c'est pourquoi est-ce que Aboubacar II n'apparaît pas dans la tradition orale? Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Alors, ce n'est pas une preuve absolue qu'il n'ait pas existé, parce que quelquefois les griots refusent de parler d'un sujet, d'un personnage pour des raisons qui sont souvent très au présent d'ailleurs. Donc, le fait qu'il n'ait pas de place dans la tradition orale n'est pas une preuve absolue de son inexistence, mais ce que j'en ai fait, c'est que les griots ont décidé de gommer l'existence de ce roi qui abandonne son royaume à la régence de Mansa Moussa et refuse de l'accompagner. Et donc, une griotte décide qu'elle l'accompagnera, quel chapeau, donc à la bravoure des femmes, à l'héroïsme des femmes. Oui, alors, je voudrais poser une question à laquelle vous avez, en fait, d'une certaine manière déjà répondu, mais je voudrais, de façon un peu plus précise, savoir par quel détour, peut-être plus exactement, quel itinéraire personnel vous a amené à écrire sur vos voyages, parce que je pense à vos précédents ouvrages qui traitent d'autres choses. Je pense à Qui sont métis, enfin, il y a d'autres ouvrages qui ne traitent pas directement du voyage, et donc, comme je dis, vous avez en partie répondu, mais quelle démarche personnelle, en fait, vous a amené finalement à faire cela? Eh bien, je pourrais répondre de plusieurs façons, mais ça me donne l'occasion de faire peut-être un petit point sur le métissage. C'est vrai que le métissage a été au centre de mes travaux pendant un certain temps. Je suis née pendant la guerre d'Algérie, au moment où l'Empire
des tensions sociales qui étaient liées à ces événements. C'est là que je suis devenue métisse. On n'est pas métisse, on devient, on vous l'apprend. Donc on m'a appris que j'étais métisse et j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès au corpus littéraire de la négritude, ce qui m'a à l'époque apporté un certain nombre de réponses aux questions que je me posais. J'ai également eu la chance de pouvoir aller en Afrique, au Sénégal, et de découvrir et que je pouvais compter sur un réseau de parents, une série d'images, de mots, une série de valeurs alternatives à ce que je connaissais. Et je suis revenue d'Afrique plus forte. J'ai donc essayé de comprendre à la fois de façon intérieure, mais aussi de façon théorique, quel était mon statut. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à l'histoire africaine. Ce qui m'intéressait dans le métissage, c'était en fait la valeur subversive du concept, qui permettait de remettre en cause la notion de race. Voilà ce qui m'intéressait. Il s'est trouvé que le post-structuralisme aidant, le post-colonialisme aidant, il y a eu un regain d'intérêt pour l'entre-deux, pour le tiers, pour l'hybride. Et ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à ce que je pensais, j'espérais bien être des derniers métis. Et je l'espérais parce que j'espérais que le terme tomberait dans une certaine caducité. Or, il s'est passé l'inverse. Beaucoup de gens, avec de très bonnes intentions d'ailleurs, ont réclamé le statut de métis. Et donc, il y a eu, à mon avis, une espèce de métissage, de l'hybridité qui s'est développée récemment. Et il m'a semblé que dans un certain nombre de cas, c'était un alibi pour ne pas parler de ce qui en était, au moins en Europe, la précondition, à savoir l'immigration. Alors, ça serait une réponse possible. Oui. Non, j'allais dire que à la fin des questions, je voulais annoncer qu'on va continuer la discussion avec une réception en gros, à laquelle vous êtes tous invités. Mais c'était pas pour arrêter les questions, ça la décision d'arrêter les questions viendra du public, si les gens ont encore envie de discuter, de poser des questions à Sylvie, parce qu'elle est quand même présentée comme un auteur africain, comme une sénégalaise, j'ai vu dans ses différentes biographies, lu ce qualificatif, et ça m'intrigue parce que j'avais écrit un texte il y a quelques années sur justement l'identité des écrivains blancs d'Afrique, et j'avais pensé à la situation de Marie Gaye, qui pendant très longtemps a été catégorisée écrivaine africaine sans aucune, je ne dirais pas raison valable, mais c'était très difficile au travers de son œuvre de justifier d'une quelconque reconnaissance de familiarité avec l'Afrique, hormis le fait qu'elle était justement de père sénégalais. Avec vous, il me semble que la question est un peu moins compliquée, puisque cette œuvre, en l'occurrence, laisse une part très importante à l'imaginaire africain. Et j'ai envie de vous demander si vous envisagez quelque part un retour vers l'Europe, vers la France, au travers de la fiction, si vous allez continuer à explorer le terrain africain. Je ne maîtrise pas complètement le processus d'écriture. J'ai l'impression que je suis la personne qui se trouve
au bon moment, au bon endroit, lorsqu'une histoire a envie de se raconter. Et j'ai la chance de me trouver à ce moment-là. Bien entendu, j'ai des intentions, mais on sait ce que sont les intentions d'auteur. J'ai des intentions, j'ai des projets, et puis eh bien, ils peuvent s'écrire ou ils ne peuvent pas s'écrire, ça dépend. Et là, le texte a accepté de s'écrire de façon remarquable. Alors, ça ne veut pas dire que je n'en suis pas responsable, parce qu'une fois que le texte est en état d'écriture, eh bien, il faut que j'accepte, que je prenne en charge. Et je dois dire que parfois je suis surprise, effarée de ce que j'ai écrit, et puis je reviens et puis je décide de l'accepter ou non. Alors je ne peux pas dire à l'avance, hein, surtout les questions ne se posent pas de cette façon binaire. Ça va être l'Afrique, l'Europe, je vais écrire autour de l'Europe. Je crois que mon imaginaire est peuplé d'un certain nombre de lieux et de personnages, et que je n'ai pas forcément envie de déclarer à l'avance. Mais c'est vrai que mon identité est dans ce que je fais, pas seulement dans ce que j'écris, mais dans l'ensemble de ce que je fais. Je crois que la question était un petit peu aussi bien pour Marion Diaye que vous évoquez. Elle s'est récusée, elle ne voulait pas être ni écrivaine africaine, ni écrivaine francophone d'ailleurs, considérant qu'elle était née en France et que le français était sa langue maternelle. Il n'y avait aucune raison de la considérer comme un écrivain des marges francophone. Là où la question est ressurgie, c'est que lorsqu'elle a écrit En famille, qui, à mon avis, traite du métissage, bien que tout le monde ne soit pas d'accord là-dessus. Je crois que c'est en fait l'identité, elle est aussi à déterminer, surtout à déterminer à partir du texte même de l'écriture. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de dernière ou avant-dernière question, je